Wekwe Wajia. Je suis Sophie-Claude Miller. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Paul-Émile Ottawa, chef de la communauté Atikamekw de Manawan, a perdu le recours légal qu'il a intenté au nom des survivants des externats indiens de sa communauté. Ottawa a intenté un recours affirmant que les membres de la communauté de Manawan, admissibles au recours collectif des externats indiens, étaient négligés par l'équipe juridique du recours collectif, principalement au niveau de la langue. Les membres de la communauté de Manawan parlent atikamekw et français et déclarent qu'ils ont reçu des services de traduction médiocres et que les échéances pour se joindre au recours étaient plus courtes. Le recours était controversé auprès des autres défendeurs des Premières Nations, qui explique qu'il représente un retard non nécessaire quant à l'obtention de l'indemnisation, dont le montant devait être entre 10 000 et 200 000 $. Au début décembre, l'Assemblée des Premières Nations a déposé une résolution demandant au chef Paul-Émile Ottawa de retirer son recours. La résolution a été adoptée à l'unanimité. Une célébration organisée par des femmes métis vivant à Montréal fut la scène d'une fête démontrant leur culture si unique. Cela a aussi donné lieu à des discussions sur les groupes autoproclamés de l'Est qui exploitent l'appellation métis. Voici un reportage de Lindsay Richardson. Aujourd'hui, les Métis proviennent de tous les horizons. Toutefois, il y a une danse qu'ils ont en commun. La gigue de la Rivière-Rouge, dont le style exubérant secoue n'importe quelle scène. We love movement, we love community, we love togetherness. So for all of us to come together when we're so far away and, you know, continue to be who we are as Métis in this city, it's really special. Michelle Smith, une réalisatrice et éducatrice, est originaire de Rivière-Rouge en Alberta. Elle est une membre fière de la communauté Métis et l'une des 3 organisatrices de cette fête culturelle grandiose. En tenant cet événement au Collège Dawson, elle espère sensibiliser les curieux à une culture qui a survécu à des centenaires de contestations sociales et politiques. It's something unto itself. It's not a mix. It's not a little bit of this. It's not a little bit of that. It's something whole. You know, we grew up knowing full well who is Métis, what is Métis, in the sense that we grew up in a very specific place. It's a land-based identity. Blake Desjarlais de Fishing Lake en Alberta a fait le voyage jusqu'à Montréal pour partager son don pour la danse. Un numéro de gigue en compagnie de participants cris et québécois fut l'occasion de montrer son talent et permis à chacun d'apporter sa propre touche culturelle. Métis culture, by the name itself, culture, is about shared ideas, shared principles, shared values, shared ideologies, is what culture is, the things we share together. Les Autochtones du Québec reconnaissent sans doute certains aspects de cet événement consacré à la culture métis. Par exemple, ce festin traditionnel évoque les repas servis à la bonne franquette. La tourtière et le ketchup maison sont aussi populaires dans bien des foyers franco-canadiens. La ceinture fléchée revêtue par les Métis de l'Ouest lors d'événements festifs aurait tout d'abord été portée par des explorateurs français. Selon Blake Desjarlais, il est raisonnable de constater des similarités entre les cultures québécoises et métis, cette dernière étant une culture post-contact. Our culture, it's a bit of Québécois culture and First Nations culture. And we've found a way to marry them, just like all the cultures before us and all the cultures that will be after us. Selon Smith, le terme métis n'est pas générique, mais de nombreux Québécois se l'approprient, voire l'exploitent, afin de revendiquer les liens aux communautés autochtones à des fins personnelles ou politiques. Quebec is the cradle of the Métis Nation. En 2017, un homme québécois a déposé une plainte liée aux droits de la personne contre le Ralliement national des Métis, RNM, après le rejet de sa demande d'adhésion. À l'époque, Rockmat accusait le RNM de discrimination contre les Métis du Québec. We never left the original homeland. That doesn't make us less Métis. De nombreux groupes qui se disent autochtones ont vu le jour au Québec, tels que les Métis du Québec, les Métis acadiens, les Métis des forêts de l'Est ou encore les Mi'kmaq acadiens. Selon certains chercheurs, ces groupes sont ancrés dans les perceptions historiques incorrectes. Absolutely, Quebecers came to the West, settled in places like Red River, Lac-Sainte-Anne, Batoche, but they married into existing Métis communities and they became Métis.
They didn't bring that Métis-ness with them. À l'échelle du pays, l'identité métis est le produit d'unions d'origine mixte entre les colons et les peuples autochtones. Les terres natives métis s'entendent traditionnellement du nord-est de l'Ontario jusqu'aux Rocheuses. Toutefois, au cours des 10 dernières années, nous avons vu le terme métis utilisé comme adjectif pour décrire presque tous ceux qui ont un ancêtre autochtone, réel ou imaginaire. Au Québec, le verbe métisser désigne le mélange de cultures. Même si aucune cour de justice ne reconnaît les communautés métis situées à l'est de l'Ontario, des milliers de Québécois ont intégré des groupes métis non officiels qui tentent de retrouver ceux qu'ils estiment avoir perdu. Aujourd'hui, leur présence est si répandue qu'elle a entraîné des conflits au sein du RNM. If we are to allow what could be hundreds of thousands of non-Métis people into the governing structure of the MNC, then the actual Métis Nation citizens will be outnumbered, and we won't be able to have a say over who we are. Les organismes nationaux se reportent aux archives paroissiales de l'Ouest du Canada afin de retracer la généalogie d'un candidat. Cependant, au Québec, il existe des organisations telles que la Confédération des peuples autochtones du Canada, dirigée par Guillaume Carle, son Excellence le grand chef national, autoproclamé, donc le groupe affilié au Mikinak, émet des cartes d'identité qui impliquent les droits de chasse, de traversée aux frontières et de troc du titulaire moyennant des frais d'adhésion minimes. D'autres groupes effectuent, eux, leur propre recherche généalogique et remettent une carte de membre à ceux qui leur versent un paiement de 200 $ et qui remplissent un formulaire en ligne. Toutefois, les personnes qui utilisent les documents falsifiés ou de fausses histoires familiales pour prouver leur lien à une communauté autochtone sont retirées petit à petit. Selon le chercheur Darryl Leroux, les fondateurs des 3 plus grandes organisations métisses au Québec se sont dits descendants d'une même personne pour prouver leur appartenance au peuple métis. Plus de 100 membres de groupes métis se réclament descendants directs de Catherine Lejeune, une Française réputée à tort d'être la fille d'une grande chef Mi'kmaq. Tandis que des milliers de Franco-Canadiens citent le nom de Catherine Piliard, une femme de Nouvelle-France, algonquine d'ascendance sibérienne selon les registres, à l'appui de leur réclamation d'une identité autochtone. In this case, those ancestors are playing roles that don't actually fit their identities in the past. Il reste à savoir pourquoi. Dans son livre Distorted Descent, Leroux affirme que l'auto-identification est un moyen de se porter candidat pour des emplois, des bourses d'études et d'entretien, des fonctions consultatives ou d'autres occasions réservées aux Autochtones. En concentrant notre attention sur les charlatans, qui sont pour la plupart des hommes, Mo Clark, artiste et organisatrice d'événements, affirme que nous excluons les femmes métis de la discussion. I think it's really important for us to acknowledge who we are as contemporary people, working and functioning in our day-to-day lives. This event is all organized and coordinated by Métis women. And I think often when if people are talking about Métis history at all, women often get kind of left out. And so I think it's really important and necessary to bring our voices forward and to make space. Un lieu où rire, exprimer ses frustrations et s'épanouir en tant que métis au Québec, et ce, dans l'ère des métiers du Québec. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Que pensez-vous de la controverse des Métis de l'Ouest canadien versus ceux qui réclament une identité Métis au Québec et dans les Maritimes? Vos commentaires, suggestions, questions et invitations sont toujours les bienvenus. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca et retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot. Sur Twitter, @nouvelle au pluriel aptn. C'est maintenant l'heure de la première pause commerciale de votre bulletin de Nouvelles nationales. Au retour, des opposants au projet d'oléoduc Trans Mountain veulent que le gouvernement fédéral rende public les coûts réels du projet. À tout de suite.
Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pendant que le gouvernement fédéral continue d'aller de l'avant avec le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain en Colombie-Britannique, une coalition s'opposant au projet entend mettre de la pression sur le gouvernement pour que ce dernier rende public le véritable coût de l'oléoduc. It's simply not viable. It has never been viable. Des leaders autochtones et groupes environnementalistes étaient réunis la semaine dernière pour réitérer leur opposition au projet Trans Mountain et lancer une pétition réclamant plus de transparence de la part du gouvernement Trudeau en ce qui a trait au coût réel du projet de pipeline. Bien que les travaux aient débuté il y a près de 2 semaines en Alberta, les contribuables canadiens n'ont toujours aucune idée de la facture finale du projet. Une situation inquiétante selon le directeur des communications du groupe Dogwood, Kai Nagata. Généralement, quand le gouvernement cache un chiffre de ce grandeur, c'est parce que c'est pas des bonnes nouvelles. Donc, on a des craintes que le coût a explosé depuis l'achat du pipeline de la part d'Ottawa et le fait qu'on avait plus d'informations quand c'était un projet privé de Kinder Morgan à Texas que maintenant quand ça appartient au public, c'est vraiment dérangeant. Eugene Kahn, un avocat qui se spécialise dans les causes reliées à l'environnement, croit que le coût du projet qui était estimé à 9,3 milliards de dollars lors du dernier budget pourrait maintenant se chiffrer à près de 16 milliards de dollars, une augmentation qui n'est pas surprenante selon lui. It's my view that this project has long been uneconomic. Kinder Morgan knew it when they sold the project to Canada, and they have been hiding behind these stale, dated economic numbers in order to prop up the illusion that this is going to be profitable. La pétition a été mise en ligne mardi dernier et sera disponible jusqu'au dévoilement du prochain budget fédéral en février prochain. Alexandra Woodsworth, qui est l'architecte de cette pétition, croit que les Canadiens doivent se voir comme propriétaires de ce pipeline et sont donc en droit de demander des comptes au gouvernement. We, as Canadians, each and every one of us who pays tax dollars to the Canadian government is now effectively a shareholder in Trans Mountain, and we need to think like a shareholder. What do shareholders expect when it comes to their investments? 2 key things are regular financial reporting and a clear return on investment. Les groupes présents espèrent que la pétition forcera le gouvernement Trudeau à inclure les chiffres révisés du projet dans son prochain budget. En attendant, le grand chef Stuart Philip affirme que la bataille est loin d'être terminée et que l'opposition au projet ne fait que grandir. Whatever is necessary to ensure this project is set aside will continue. That battle will continue as the months unfold. Simon Charland, Nouvelles nationales d'APTN, Vancouver. Le Salon du livre de Montréal en est à sa 42e édition cette année et j'ai eu le privilège de rencontrer des auteurs et des visiteuses autochtones. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Cette année était spécialement marquée par la présence de Shilawat Cloutier. La femme Inuk, originaire de Kuujjuaq au Nunavik, était une des invitées d'honneur du salon. Son livre, paru plus tôt cette année, intitulé « Le droit au froid », raconte le combat d'une Inuk pour protéger sa culture, l'Arctique et la planète. So what happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic. It is impacting the oceans and the sea level rises. What you see today, and I've been signaling this early warning for a long time. Many of us have in the Arctic and the indigenous peoples of the world, really. Wat Cloutier n'est pas la seule autochtone présente à l'édition 2019 du Salon du livre de Montréal. La séance de dédicace de la poétesse membre de la nation Innu, Joséphine Bacon, a aussi attiré les foules. Je pense qu'il y a une plus grande réceptivité aujourd'hui, surtout si je me fie à la file qu'il y avait pour Joséphine Bacon, qui est quand même assez populaire. Fait que j'ose espérer que c'est ça, que les gens s'intéressent plus à la littérature des Premières Nations, des personnes autochtones. Puis j'espère que ça va aller en augmentant. Si je n'avais jamais écrit, je serais peut-être pas ici à chaque salon. Je serais ici à la découverte probablement de ceux qui écrivent comme moi. Il y a 20 ans, on était complètement invisibles. Personne ne connaissait.
Personne ne savait qu'il y avait des Autochtones qui écrivaient. La plume de Joséphine Bacon s'est fait remarquer par sa poésie qui touche les gens de tous les âges. Et elle avait ceci à dire aux plus jeunes qui aimeraient suivre ses traces. Vous avez tellement d'années devant vous pour écrire des mots qui parlent, des mots qui racontent, des mots qui sonnent, des mots qui vous appartiennent et des mots à partager, bien sûr. Moi, c'est juste qu'il y a beaucoup de vibes de coucou. Genre, c'est juste, ça me fait du bien en mon cœur, là, Joséphine. Tantôt, on l'a vu passer, la petite Joséphine à côté, genre, on l'avait vu passer dans l'allée, là, puis on était comme « Ah, Joséphine! » La petite grande Joséphine, hein? Oui, exactement. Là. Puis, j'aime beaucoup Joséphine parce qu'elle met beaucoup l'accent de ses poésies aussi sur le territoire et puis je trouve ça vraiment magnifique. Je n'en veux pas à la vie de vieillir. Je ne connais pas l'heure de mon départ. Il y a des matins, j'ai la nostalgie des rêves que je n'ai pas rêvés. Sophie-Claude Miller, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. C'est maintenant l'heure de la toute dernière pause de votre bulletin de Nouvelles nationales. Au retour, notre entrevue avec Émilie Monet, artiste multidisciplinaire Anishinaabe. À tout de suite. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Comme je vous l'ai mentionné avant la pause, nous recevons maintenant Émilie Monet des productions Onishka, et donc elle va nous expliquer son projet qui est vraiment en lien avec les langues autochtones, qui est d'ailleurs 2019 termine l'année officielle des langues autochtones selon l'ONU. Émilie Monet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aux Nouvelles nationales d'APTN. Ça me fait plaisir. Merci. Donc, Émilie, est-ce que vous pouvez vous présenter vos origines, votre nation, et puis aussi les productions Onishka sont en activité depuis quand? Depuis combien de temps? Oui, alors, ma mère est algonquine, puis mon père est français. J'ai grandi dans l'Outaouais, puis là, ça fait 12 ans que je suis à Tiohtià:ke, Mouniyang, Montréal. Et j'ai fondé les productions Onishka en 2011 pour faire mes spectacles. Et puis, donc, on a fait quelques productions depuis 2011. Et puis, on présente aussi un événement qui s'appelle Scène contemporaine autochtone, Indigenous Contemporary Scene, qui est comme un festival ou une plateforme pour la diffusion des arts autochtones, puis aussi pour créer des espaces de conversation aussi. C'est vraiment intéressant. Puis là, présentement, au Centre du théâtre d'aujourd'hui, il y a une coproduction avec Onishka puis une autre compagnie de production où est-ce que vous présentez un spectacle qui est vraiment en lien avec les langues autochtones. Il y a comme des mots choisis par certains membres de certaines nations qui vont les crier, ils vont les parler, ils vont faire des performances. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, donc le spectacle s'appelle Kisiwak. Kisiwak, ça veut dire il ou elle parle avec une voix forte, mais ça peut dire aussi il ou elle chante avec une voix qui résonne, qui porte loin. Donc, c'est ça, je suis artiste en résidence dans ce théâtre-là, le Centre du théâtre d'aujourd'hui. Puis, dans le cadre de ma résidence, je dois faire 3 spectacles. Donc, ça, c'est comme un événementiel ou un happening festif. Et c'est une adaptation d'un concept d'un dramaturge qui s'appelle Olivier Chouanière, qui s'appelle un abécédaire 26 lettres en perte de sens. Donc, on a décidé de faire comme une adaptation autochtone de ce concept-là. Mais plutôt qu'un alphabet, on fait un lexique de mots. Donc, on a invité ou j'invite 13 artistes ou penseurs ou créateurs à choisir un mot dans la langue de leur nation autochtone, puis de prendre la scène ou prendre le micro pendant 5 minutes, puis de nous offrir, c'est ça, une prise de parole là-dessus, sur le mot. Ah, ça a l'air vraiment intéressant. Et j'ai vu dans la liste des artistes que vous avez choisi, il y en a certains, c'est assez éclectique. Il y a des, on passe de Joséphine Bacon, il y a Roger Wilde, il y a Catherine Boivin, puis Daka Bertrand. Donc, il y a des gens avec qui vous avez collaboré il y a plusieurs années, parce que vous avez un groupe de tambour, Odaya, qui est Naka fait partie d'une des joueuses de tambour. Catherine Boivin, c'est assez émergent, c'est assez récent qu'elle a joint la
la scène. Joséphine Bacon est là quand même depuis très longtemps. Comment est-ce que vous avez fait votre sélection? Je pense que vous aviez déjà collaboré aussi avec la production d'Inoc, avec Mme Bacon, si je ne me trompe pas, non? Non, c'est ma première. C'est la première fois que je l'invite, mais bon, c'est sûr qu'on se connaît tous dans la communauté artistique aussi. Oui, les artistes viennent de plusieurs nations différentes, de plusieurs générations différentes. Il y en a dont c'est la langue maternelle, d'autres qui sont en apprentissage de leur langue. Donc, c'est assez éclectique, oui, comme groupe, mais c'est tous des artistes qui m'inspirent puis avec qui j'aime échanger. Donc, ça a été vraiment des choix intuitifs un peu par rapport au choix, mais je voulais qu'il y ait quand même une représentativité au niveau des nations, qui soient représentées, des langues qui vont être entendues sur scène, et puis aussi des artistes qui peuvent s'exprimer en français aussi, entre autres, parce que le public qui va au théâtre d'aujourd'hui, c'est surtout un public francophone. Mais pour moi, c'était vraiment important qu'on entende les langues autochtones, parce qu'on les entend tellement pas assez dans l'espace public. Puis le fait d'être exposé aux langues autochtones aussi, c'est déjà une porte, une ouverture aux langues puis à la culture autochtone? Bien, je pense que, tu sais, il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a eu des politiques d'éradication vraiment importantes, là, et qui fait en sorte que beaucoup des langues n'ont pas été transmises. Moi, c'est la langue maternelle de mon grand-père, mais ça n'a pas été transmis. Donc, c'est vraiment par le biais de ma pratique artistique que je me réapproprie l'Anishinaabe-Mowin. Donc, c'est ça. C'est pour que les gens comprennent aussi que c'est important de protéger ces langues-là comme on protège le français, par exemple. Ah, oui, bien, surtout au Québec, il y en a qui trouvent que leur langue est un peu mise à l'épreuve. Donc, c'est un peu la même chose pour les langues autochtones, où est-ce que nos langues ont été rudement mises à l'épreuve, même interdites à certains points. Pour vous, le public, justement, que vous parliez, le public cible du théâtre d'aujourd'hui, c'est vraiment, on va s'entendre, c'est surtout le Québécois moyen qui est souvent friand de culture, qui fréquente ce lieu-là. Pensez-vous que c'est ouvert aussi à d'autres personnes dans la sphère montréalaise qui vont venir voir ce spectacle-là? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir plus d'Autochtones qui vont venir? Oui, on s'assure qu'il va y avoir plusieurs Autochtones. Mais déjà, chaque artiste a le droit à 2 invités. Donc, on s'assure qu'il va y avoir quand même un public autochtone. Ça va rire aux différents endroits. Ah oui! Rire aux différents endroits, vous pouvez l'expliquer peut-être aux téléspectateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, peut-être qu'il y a il y a des blagues qui vont peut-être plus résonner ou qui vont être mieux compris par des Autochtones, où il va y avoir on va entendre les langues aussi, donc peut-être que quand il va y avoir certains artistes qui vont s'exprimer en Atikamekw et qui vont faire des blagues en Atikamekw, bien, ce sera juste les gens qui parlent Atikamekw ou qui vont comprendre. Mais oui, c'est un spectacle aussi, on veut s'assurer que les gens de la communauté viennent le voir. Et puis, en terminant, votre résidence au théâtre d'aujourd'hui, au centre du théâtre d'aujourd'hui, elle se poursuit jusqu'à quand? J'ai encore une autre saison à faire. Donc, l'année prochaine, je vais présenter un nouveau spectacle que je suis en train d'écrire en ce moment. Bien, vous nous tiendrez au courant, Émilie. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis j'ai hâte d'entendre des nouvelles pour votre nouveau spectacle. Bien, sur ça, comme on dit dans le théâtre, on vous souhaite merde pour cette performance-là avec les artistes. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est ce qui complète votre bulletin de nouvelles nationales pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe et en mon nom, ici Sophie-Claude Miller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jinashkumitin, Miigwech, Narkumik. Au revoir, à bientôt.